Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie de la formation RIFA. Nous vous rappelons les précédentes vidéos qui concernaient la compensation, la ventilation, le relâchement et le palmage. Et puis la première partie de cette formation RIFA qui est déjà en ligne. Aujourd'hui, nous passons donc sur la seconde. Une seconde qui va être consacrée à la partie RIFA tronc commun, donc qui concerne à la fois les plongeurs avec scaphandre et puis les apnéistes. Nous vous rappelons dans la première partie, c'était les attendus du RIFA, et puis des questions liées au matériel et à la sécurité qu'il convient bien évidemment de revoir et conforter dans le cadre de la pratique en piscine ou en milieu naturel. Et puis nous avons vu également des questions liées à la communication entre apnéistes et de manière générale entre plongeurs. Donc on revient aujourd'hui sur cette partie 2, RIFA tronc commun. RIFA, je vous rappelle, réaction et intervention face à un accident d'apnée. La présentation qui va vous être proposée est inspirée de ce que j'ai rencontré lors de ma formation de secouriste sauveteur du travail. C'est un arbre de décision. Nous allons l'adapter, nous en inspirer et l'adapter aux besoins de cette particularité du RIFA-A. Donc dans cet arbre de décision, il y a des éléments que nous compléterons, notamment ce qui concerne l'appel des secours, et puis des éléments sur lesquels nous passerons rapidement, des problèmes d'accident liés aux écrasements et aux électrocutions, ou encore aux risques chimiques superficiels. Pour suivre cette partie, nous vous invitons à réaliser ce tableau et à le compléter pas à pas, sachant que une formation spécifique sera organisée sur les causes, les mécanismes des accidents en apnée, qui ne seront présentés ici que de manière très sommaire. Ce qu'il nous conviendra de vérifier ici, c'est les méthodes d'intervention adaptées à chaque situation. Mais vous pouvez déjà vous inspirer de ce tableau pour commencer à remplir un certain nombre d'éléments. Dans la colonne K, vous noterez un numéro. Dans les symptômes, ce qui pourra être perçu par vous en tant qu'apnéiste ou en tant que secouriste apnéiste de sécurité. On en arrive ensuite à la question de diagnostic. Ces symptômes nous invitent à penser à un risque, un accident. Et puis, ces risques accidents ont des causes, et puis il faut savoir intervenir, donc c'est les réactions, et puis également prévenir tout ceci, et donc des précautions à prendre. Donc 5 colonnes importantes, les symptômes, le diagnostic, les causes, les réactions et la prévention, et qui, nous le verrons, peuvent être très spécifiques. Donc nous attaquons cette partie qu'on appelle aussi couramment RIFA-X ou tronc commun. Donc on va se situer dans un cas assez général qui convient à la fois pour la plongée à scaphandre et puis pour l'apnée. Nous revoyons ici une structure, un arbre de décision, dans laquelle on va voir s'enchaîner un certain nombre de situations pour lesquelles on va positionner les techniques de réaction qu'il faut mettre en place, les méthodes de réaction qu'il faut mettre en place. C'est ce qui est cerclé de rouge et on va compléter pas à pas les différentes vignettes pour avancer sur ce sujet. Donc pour commencer, avant tout, nous en avons parlé déjà dans la première partie, il faut être aux aguets, il faut surveiller les situations. Et puis, si quelque chose se produit, dans un premier temps, il faut être très vigilant à veiller à identifier les risques persistants pour, autant que possible, pouvoir les éliminer. Et il faut également signaler ces différents risques persistants de manière à éviter que d'autres personnes se retrouvent en situation dangereuse et soient confrontées à un risque et un accident. Alors de quoi s'agit-il ?
de protéger la victime, de protéger les témoins, de se protéger soi-même. Alors de quoi? De différents risques que l'on retrouve ici, plus spécifiquement par rapport à une pratique aquatique ou subaquatique, mais qui rejoignent aussi d'autres sujets des formations classiques PSC1 ou SST, des risques qui sont liés aux intoxications par la fumée, au risque d'incendie, au risque de chute dans le bateau ou au bord de l'eau de manière générale. Et puis aussi, nous avons des risques qui sont liés aux coupures. Alors j'ai mis ici une dague, mais on peut imaginer beaucoup de choses. Et puis les hélices des bateaux qui vont être en conflit avec les pratiquants dans l'eau. On a également tout ce qui concerne le matériel de chasse sous-marine et on ne pourra jamais dire qu'il ne s'est jamais produit d'accident où un chasseur se retrouvait bien ennuyé avec un ustensile dans une jambe ou ailleurs. Et enfin, nous avons la catégorie animale. Ici, j'en ai représenté trois. Les requins, les vives, et puis ces pieuvres là qui sont hyper toxiques. Voilà, ce sont autant de dangers qu'on est susceptible de rencontrer. Si vous allez en Polynésie, il y a les poissons-pierres également qui sont extrêmement dangereux, mortels, et dont il faut se méfier évidemment. Et d'où l'intérêt, encore une fois, de savoir reconnaître le geste ça pique effectué avec les mains pour indiquer aux collègues de faire très attention à l'endroit où se situerait ce danger. Donc, dans ces trois situations-là, assez diverses, eh bien, on a des méthodes de réaction qui vont veiller à éliminer les risques persistants en balisant la zone, si c'est possible, c'est ce qui est indiqué ici, avec les zones de requins, les zones de danger liées à la présence de requins. Et puis, il va falloir essayer de réduire ce risque persistant autant que possible. C'est ce qui est représenté en haut avec le coupe-circuit. Alors, ça veut dire quoi? Eh bien, peut-être veiller à ce que les objets contendants soient éloignés de la victime, que l'on dispose des matériels de protection pour éviter les chutes et que l'on s'équipe de matériel de spécifique incendie, etc., etc. Et puis, une chose importante, donc du coup, en intervention, c'est, dans la mesure du possible, essayer de faire de sorte de pouvoir évacuer la victime dès que c'est possible. Alors, nous serons ici en piscine ou en milieu naturel. Évacuer la piscine par rapport au risque de poissons dangereux, c'est pas évident, évidemment. Ça ne concerne pas la piscine, ça ne concerne pas nos lacs intérieurs, mais on voit très bien que dans tous les cas, c'est quelque chose qui peut être extrêmement important de mettre en œuvre quand on est au bord de l'eau, dans les mers chaudes notamment. On passe ensuite à la prise en compte des blessures. Voilà, alors vous avez ici une personne qui doit s'interroger sur la nature des lésions, des conséquences de cet accident sur la victime. Et la première des choses que l'on nous enseigne, c'est de vérifier à ce qu'il n'y ait pas de saignement abondant saignements abondants qui sont susceptibles à l'origine à l'origine desquels il y a évidemment une hémorragie et ces saignements abondants hémorragiques sont susceptibles d'entraîner la mort. Et donc c'est la première des choses qu'il faut regarder avant tout et essayer de faire de sorte que l'on puisse arrêter dans les meilleurs délais ces saignements importants. Vous avez ici représenté une image qui vous offre à exercer un pansement compressif sur une plaie dont le saignement sera abondant. Et on va revoir ces techniques-là un peu plus tard. Donc, première des choses, contrôler s'il y a une présence ou pas de saignement abondant hémorragique est susceptible d'entraîner éventuellement la mort de la victime. La deuxième chose à laquelle nous allons être attentifs,
c'est les questions qui sont liées aux étouffements. Alors, vous avez ici l'étouffement par ingestion d'un objet dans la gorge. On pense souvent à ce qui se situe, ce qui se produit dans les restaurants, un mets qui passe pas du bon côté et vient obstruer la trachée et donc la ventilation. Donc, c'est ça, un étouffement par un objet ou par un produit alimentaire. La réaction qu'il va falloir mettre en place très très rapidement, et on la reverra en détail après dans une vidéo, encore une fois, c'est ce qu'on appelle la méthode de Heimlich, qui va consister à exercer une pression au niveau de l'estomac, qui va après créer une pression dans les poumons pour favoriser l'expulsion de l'objet indésirable. Alors évidemment, immédiatement après, si la personne retrouve ses esprits, nous veillerons à la mettre en situation de récupération, à la surveiller, éventuellement appeler les secours. La situation suivante, c'est face au malaise. Malaise et perte de conscience. Donc, nous reprenons notre exemple de l'étouffement par un objet. Malgré la technique de Heimlich qui a été pratiquée, eh bien, il peut y avoir une perte de connaissance. Mais dans la plupart des cas, on retrouvera une situation satisfaisante et puis on aura juste à s'occuper de la personne. Donc, s'il y a perte de connaissance de la personne, quel que soit le motif, eh bien, il faut d'abord vérifier le niveau de conscience. Alors, nous verrons également dans une vidéo spécifique comment procéder. Donc, personne qui effectue un malaise, on vérifie le niveau de conscience, si elle est consciente ou pas, si elle répond, et ensuite on poursuit cette analyse. Alors, si la personne vous répond, nous allons procéder à une mise en situation de confort, on va la rassurer, on va l'accompagner, et si la personne n'est pas consciente, ne répond pas, mais qu'elle respire, on va la mettre en position latérale de sécurité, et nous reverrons encore une fois ce qu'est la position de la latérale de sécurité et comment effectuer ce geste. Voilà. Là, nous étions sur une personne qui réagit correctement. Si cette personne, après, elle vous a parlé, donc si cette personne ne répond pas, la première question qu'il va falloir se poser, c'est est-ce qu'elle ventile ou est-ce qu'elle ne ventile pas? Est-ce qu'elle respire ou est-ce qu'elle ne respire pas? Si elle respire, on revient à cette situation, on la met en position latérale de sécurité, on la surveille, on surveille également que la ventilation persiste et on appelle les secours. Si la ventilation ne persiste pas, nous allons alors attaquer ce qui va s'appeler la réanimation cardio-pulmonaire en effectuant des insufflations, en utilisant le matériel d'oxygénothérapie, puisque dans le cadre de notre pratique, il sera à disposition à proximité. Et puis, on va également procéder à éventuellement un massage cardiaque et l'utilisation d'une RCA. Donc, que ce soit utilisation du matériel d'oxygénothérapie, que ce soit insufflation, que ce soit utilisation du RCA ou du massage cardiaque, encore une fois, nous allons voir des vidéos spécifiques qui vont nous rappeler comment pratiquer correctement ces gestes. Ici, nous allons juste rappeler, les choses peuvent varier, mais globalement, on est sur un régime de 30 massages cardiaques pour 2 insufflations. Alors, dans un certain nombre de cas, on nous dit de commencer d'abord par les 30 massages cardiaques et dans un certain nombre d'autres par des insufflations. Nous verrons que dans la pratique de l'apnée, la priorité est d'abord à l'insufflation pour essayer, après ce qui s'appelle une syncope, ce qu'on appellera une syncope, de veiller à provoquer la reprise ventilatoire et ainsi éviter l'arrêt cardiaque.
Voilà. Mais dans les pratiques habituelles, on est plutôt sur 30 massages cardiaques de ventilation. Au bout de 5 cycles de 30 massages et de ventilation, 2 insufflations, on vérifie le niveau de respiration. Est-ce que la personne respire ou pas? Si la personne respire, eh bien dans ce cas-là, suite à cela, on la met en position latérale de sécurité, on appelle les secours. Si elle ne respire pas, eh bien on reprend un cycle de 30 massages, de ventilation, 5 fois, et cela, ça s'arrêtait jusqu'à l'arrivée des secours. Si vous avez un dispositif défibrillateur, eh bien dans ce cas-là, à un moment donné, la machine vous dira de stopper le massage, de vous écarter. Et encore une fois, ça sera reprécisé dans une vidéo. Les autres situations plutôt bénignes, ce sont ces petites écorchures, ces petites coupures que l'on peut arriver à soigner assez facilement par des pansements et qui ne provoquent pas de saignement important. Vous avez également les problèmes d'hypothermie qui sont assez récurrents aussi en plongée. Et là, ça se prendra en charge par des éléments chauffants, une couverture ou la mise à l'abri dans une zone chauffée. Voilà l'essentiel des situations qui sont plutôt communes et qui vont nous concerner. En fonction de l'état et de la gravité de l'accident et de la situation de la victime, eh bien, il va falloir appeler les secours et c'est là où il va falloir disposer de différentes possibilités. Alors si l'on est sur terre ou près d'un lac, ici en piscine ou au bord d'un lac, la première vignette, vous avez la possibilité d'utiliser le numéro 18 qui appellera les pompiers, le 112 les secours internationaux. Et puis si vous êtes plutôt en mer, ça sera le 18 ou le 112 en bord de mer. Hein. On est bien là sur une plage, le 18, le 112 ou le 196. Le 196 est un numéro qu'il ne faut pas oublier. Il permet d'être mis en relation immédiatement avec le CROSS. Et si vous êtes sur un bateau, eh bien, il va falloir utiliser la VHF avec le canal 16 et nous reverrons, quel que soit le dispositif d'appel qui est utilisé, quelle est cette procédure d'appel des secours. Donc si on récapitule, se protéger, protéger la victime, protéger les témoins, identifier les risques persistants, les éliminer et baliser les zones de danger persistants, dégager le plus rapidement possible la victime, examiner, veiller à éliminer tous les risques létaux, les saignements hémorragiques, les étouffements, les arrêts cardio-pulmonaires. Et dès lors que la victime est en situation plutôt satisfaisante, l'installer dans une position confortable, éventuellement en position latérale de sécurité, la couvrir, la rassurer, la surveiller. Évidemment, alerter les secours le plus rapidement possible et nous verrons à quel moment le faire en fonction du niveau de risque. Pour en savoir plus, vous pouvez aller consulter le site du ministère de l'Intérieur. Le lien vous sera fourni avec la description de cette vidéo. On nous dit, ouais, il y a des choses, ça ne se passe jamais. Donc je suis allé sur le site de l'ARIA, dans lequel sont référencés différents sinistres qui ont été rapportés. Et là, je me suis intéressé à des sinistres qui sont en relation avec la pratique de la plongée ou de l'apnée. Voilà. Alors nous sommes ici dans un premier cas, 2012, à la Seine-sur-Mer. Eh bien, dans un appartement, il y a eu une explosion suivie d'un incendie qui était lié à la manipulation d'une bouteille d'oxygène et qui a provoqué 5 blessés, dont un grave, et 2 appartements détruits, donc des dégâts matériels extrêmement importants. Heureusement, il n'y a pas eu de décès.
mais pour dire que quand nous utilisons du matériel, il faut être extrêmement vigilant. Un deuxième exemple, c'est le cas d'une rupture d'une bouteille à bord d'un bateau de plongée. Une bouteille de plongée en aluminium qui a explosé. Le fond s'est décaloté. Il n'y a pas eu de blessés, mais des dégâts matériels importants. Vous savez certainement la fragilité des bouteilles d'aluminium quand elles sont stockées improprement. Et là, en l'occurrence, c'était lié à un défaut de fabrication et donc il faut veiller à surveiller son matériel et éventuellement les rappels de matériel qui sont organisés par les fabricants. Donc tout ça, c'est encore une fois pour dire euh, rien n'est anodin. Autre exemple, une explosion de bouteille d'oxygène à bord d'un bateau de plongée. Eh oui, alors, la bouteille restait longtemps sur le bateau, et enfin, c'est ce que l'on peut imaginer. Et puis, cette bouteille s'est oxydée, a été fragilisée et elle a explosé. Cet incident a provoqué trois blessés, et puis une explosion qui est liée à la présence d'un combustible, la vapeur de carburant, un comburant, la présence d'oxygène de la bouteille issue de la bouteille, et une source d'inflammation, l'installation électrique. Voilà, c'est ce qui est rapporté ici dans ce rapport. Et là, on nous dit ce n'était pas un défaut d'entretien, c'était simplement une fermeture incomplète du robinet associée à un serrage insuffisant du détendeur. Donc nous sommes ici non pas sur une bouteille de sécurité, de secours, d'oxygénothérapie, mais plus sur une bouteille contenant de l'oxygène pour la plongée. Et donc cette association, c'est ce qu'il faut retenir, c'est en présence d'oxygène, il faut éviter toute situation de coprésence d'un combustible, quel qu'il soit, et toute source d'inflammation. Ici, c'est une installation électrique. On pourrait également penser au barbecue quand on fait l'after plongée. Encore un petit exemple, très malheureux aussi, encore une fois, l'éjection d'un robinet lors du remplissage d'une bouteille de plongée. Donc tout ça, je le redis, ce sont des cas concrets, des cas réels qui ont été rapportés et qui ont fait l'objet d'enquêtes dans un club de plongée. Cette robinetterie qui s'est déchaussée, est allée percuter un opérateur qui a été blessé au bras et au thorax. Ça s'est produit en fin de gonflage et là, ben, en fin de gonflage, le robinet s'est déchaussé. Et la cause qui a été identifiée dans ce cas-là, c'est une inadaptation du robinet sur la bouteille de plongée. Le robinet était incompatible avec le filetage de la bouteille. Un exemple plus récent encore, il date de l'année dernière, en mars 2022. Hélas, il y a eu un mort vers 17 heures, une explosion d'une bouteille de gaz se produit dans le local technique d'une piscine municipale. L'explosion s'est déclarée lors du rechargement des bouteilles de plongée et l'éducateur est décédé. On n'a pas de précision sur les circonstances de cet accident, mais ici j'ai retrouvé un article de presse dans Ouest France qui a rapporté cet accident. Et bien évidemment, c'était une famille endeuillée, une famille triste. Et du coup, encore une fois, rappeler euh, que le matériel est source de danger, qu'il faut savoir le manipuler après formation et avec précaution. Donc nous avons vu que
une procédure importante, c'est celle de l'appel des secours, et qui va procéder de différentes manières selon que l'on se situe sur les terres, en bord de mer ou sur l'eau dans un bateau. Nous allons donc ici regarder une première vidéo que je vais vous laisser découvrir pour voir comment procéder à cet appel. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à alerter correctement les secours. Si vous êtes témoin d'un accident, faites un examen rapide de la situation et des victimes. L'idéal est d'utiliser l'intermédiaire d'un témoin qui appellera lui-même les secours. Ceci vous permet de débuter des gestes de secours s'ils sont nécessaires. Assurez-vous que le message transmis à l'équipe de secours soit complet. Vous devez répondre précisément aux questions des secours et transmettre le numéro de téléphone ou de la borne d'appel, l'emplacement précis de l'accident, la nature de l'accident et les risques éventuels persistants, le nombre de victimes, leur état apparent, les premiers gestes effectués sur chacune des victimes. Ne raccrochez jamais tant que les secours ne vous ont pas confirmé la bonne réception de vos indications. N'hésitez pas à envoyer quelqu'un pour faciliter l'arrivée des secours en leur indiquant l'accès. En cas de catastrophe ou d'accident de grande envergure, ne téléphonez pas pour ne pas encombrer le réseau téléphonique. Sauf si vous constatez un danger imminent ou si vous pensez être le premier témoin de la situation. Voilà, je vous ai offert une première vidéo, une ressource externe. Évidemment, cette formation est également une vidéo. Si les différents éléments qui vous sont proposés vous sont déjà familiers, n'hésitez pas à jouer sur le curseur et puis à passer un peu plus loin pour gagner du temps. C'est l'avantage de ce dispositif de formation par vidéo qui permet à chacun d'aller à son rythme. Donc, ici, l'appel des secours, c'est une priorité quand une urgence vitale est engagée. Nous retiendrons les brûlures, les traumatismes importants, l'intoxication, l'hémorragie et bien évidemment l'arrêt cardio-ventilatoire. Et on ajoutera par rapport à ce qui se fait dans le PC1 ou dans le SST, la noyade, un cas qui est malheureusement assez fréquent aussi. Donc pour poursuivre, on va commencer par une petite série de questions. Là, on va fonctionner comme ça, périodiquement. On va faire un quiz, comme on avait fait déjà dans la première partie. Et donc je vais vous proposer une série de questions. Vous aurez 1 minute pour réfléchir dessus et ensuite je vous proposerai des réponses. Voilà, vous êtes parti là pour 1 minute. Le cadran à droite indique l'avancée dans le temps. Encore 15 secondes. Et voici les réponses.
des réponses que vous aviez, j'en suis certain. Encore une fois, je le rappelle, nous sommes en vidéo et si vous n'avez pas tout le temps de lire, n'hésitez pas à mettre en pause. Voilà, vous aviez les réponses. Bravo, nous pouvons poursuivre. On l'a évoqué tout à l'heure dans les risques qui sont liés au cas d'hémorragie. On va voir comment procéder à une compression manuelle et comment utiliser un pansement compressif. Nous commençons par une vidéo. Bonjour, Christophe, formateur au CESU de Rouen. Dans le cadre des hémorragies, aujourd'hui nous allons voir donc la compression manuelle. La compression manuelle donc sera très efficace et c'est un moyen rapide pour contrôler les hémorragies externes accessibles. Dans la plupart des cas, le sang s'arrête donc par cette fameuse compression manuelle. Au niveau du matériel, vous aurez besoin de gants à usage unique. Vous aurez besoin aussi donc soit de compresse, soit de pansement américain, ou alors d'un linge propre. Dans le cadre de la compression manuelle, donc, on remercie d'abord Anne-Sophie de jouer la victime. Une plaie sur l'avant-bras, mes gants sont posés, je vais tout de suite appliquer une pression relativement forte pour essayer d'arrêter le saignement. Assez tôt, je vais pouvoir donc interposer entre la pression que j'exerce et son bras, donc soit des compresses, soit un linge. Et je vais maintenir cette pression assez longtemps, de façon à pouvoir après faire un relais avec un pansement compressif. Pour faire suite à notre compression manuelle, dans un deuxième temps, afin de relayer cette compression manuelle qui est efficace et afin de libérer donc le secouriste, nous pouvons procéder à la mise en place donc d'un pansement compressif. Pour faire ce pansement compressif, soit on peut rajouter un pansement américain par-dessus, soit si jamais on a déjà des compresses, eh bien je vais directement avec une bande, donc prendre le relais. Pour ce faire, un premier tour, et à chaque fois que je vais passer dessus, eh bien je vais créer une pression. Je retourne, et là je recrée une pression. Je relâche, je recrée une pression. Et ainsi de suite. Donc il faut que, pour qu'il soit efficace, ce pansement compressif, eh bien effectivement qu'il y ait donc cette pression qui soit appuyée au niveau de la plaie. Un des critères forcément d'efficacité est bien sûr l'arrêt du saignement. Et surtout, en aucun cas, c'est un pansement compressif et pas un garrot. Et donc, il va falloir que la circulation continue, c'est-à-dire que j'irai vérifier donc le pouls radial de la victime si jamais c'est au niveau de l'avant-bras. Nous allons rencontrer plusieurs vidéos de ce type-là. Si ça concerne des éléments qui vous sont familiers, encore une fois, vous pouvez avancer rapidement dans la vidéo. Donc l'hémorragie, rappel, c'est un risque vital. Il faut absolument arrêter le saignement par tous les moyens. Et il y a d'autres dispositifs qui sont proposés, tels que le pansement israélien, que je ne vais pas vous présenter ici, mais il y a une vidéo encore sur YouTube qui vous propose un didacticiel. Toutes ces vidéos ont été choisies pour leur intérêt pédagogique. Vous avez un discours qui est simple et une illustration et une technique qui est présentée de manière très très pédagogique. Et je vous recommande éventuellement de le réemployer ailleurs. Nous en avons parlé tout à l'heure, c'est la manœuvre de Heimlich là, pour les étouffements. Alors pareil ici, nous allons d'abord regarder une petite vidéo. Donc rappelez-vous, la personne a ingéré un objet ou un mets, une boule de pain, une boule de viande, je ne sais pas, ça dépend. Et elle n'arrive plus à ventiler. Donc regardons comment procéder.
après une série de 5 claques dans le dos inefficaces, vous devez vous placer derrière la victime contre son dos, passer vos bras sous ceux de la victime, pencher la victime vers l'avant, trouver le nombril de la victime et mettre votre poing fermé juste au-dessus. Placez votre seconde main sur la première, tirez franchement en exerçant une pression vers l'arrière et vers le haut, effectuez de 1 à 5 compressions en relâchant entre chacune. Vérifiez entre chaque manœuvre si le corps étranger a été expulsé ou non. Voilà, c'est une technique relativement simple, quoique parfois un peu physique. Voilà, à ne pas oublier. Ça peut sauver une vie. Pour les enfants, on va pas le regarder ici, mais je vous ai trouvé également une ressource sur YouTube qui vous explique comment procéder. Et n'hésitez pas donc à aller regarder cette vidéo dont les références seront portées dans les commentaires, la description de cette vidéo. De la même manière, pour les nourrissons, une vidéo spécifique. Voilà, nous avons une personne qui a fait un malaise, qui ventile, on l'a vérifié et on va effectuer la mise en position latérale de sécurité. Donc, tout d'abord, on arrive auprès de la victime. On va vérifier son état de conscience. Pour ça, on lui prend la main, on va lui poser une question simple, un ordre simple. Monsieur, si vous m'entendez, serrez-moi la main, ouvrez les yeux. S'il ne répond pas, il est inconscient. S'il est inconscient, à ce moment-là, il va falloir libérer les voies aériennes. Tout d'abord, on va dégraffer la ceinture et le premier bouton du pantalon pour faciliter la respiration. Éventuellement, s'il y a une cravate ou un col, on va défaire également ce col. Ensuite, on va basculer prudemment la tête en arrière. Pour ce faire, on met une main sur le front, une main sous le menton. On bascule prudemment la tête en arrière. On va vérifier qu'il n'y a rien dans la bouche. On va apprécier la respiration en se penchant pour voir l'abdomen se lever et s'abaisser, percevoir le souffle sur sa joue, écouter les bruits du souffle pendant qu'il respire. Ça sur 10 secondes. Lorsque l'on constate qu'il respire, à ce moment-là, il va falloir, comme on l'a vu tout à l'heure, le mettre sur le côté. Pour ça, je vais mettre son bras à 90 degrés, l'avant-bras à 90 degrés par rapport au bras. Ensuite, je vais rapprocher les jambes. Je vais saisir sa main et la mettre paume contre paume avec ma main pour la mener contre sa joue et son oreille. Je saisis son genou, je le ramène pour amener le pied le plus près possible de la fesse afin d'avoir un grand bras de levier. Je m'écarte et ensuite en appuyant sur le genou, je vais basculer. Une fois que je suis basculé, je vais enlever ma main délicatement sans faire bouger la tête. Je vais venir caler sa jambe à 90 degrés pour qu'il soit stable. J'ouvre la bouche et je vérifie qu'il continue de respirer en mettant ma main sur son abdomen. Voilà, vous avez réussi à mettre une victime en PLS. On aurait pu compléter ce geste par une couverture qui serait venue conforter un petit peu la personne. N'hésitez pas à parler à la personne si elle reprend conscience. Et dans tous les cas, n'arrêtez jamais la vérification de la ventilation. Donc, tout d'abord, on arrive auprès de la victime. Pour ce qui nous concerne, il faudra veiller à retirer l'équipement personnel. Ça sera nécessaire en cas d'aggravation de situation. L'équipement personnel, on pense notamment à la combinaison. Voilà. Quelque chose qui risque de faire pleurer un petit peu, mais il vaut mieux dégrader une combinaison plutôt que de laisser partir une vie. Et puis, nous veillerons également, dans le cadre de notre pratique, à poser la victime sur un sol sec et plan et dur. On ne sait jamais, encore une fois, si la situation de la personne se dégrade, s'il faut passer à une réanimation cardio-pulmonaire, un support rigide sera beaucoup plus efficace qu'un support mou. Et puis un support sec, c'est si on doit mettre en œuvre un défibrillateur, comme on va le voir un peu plus tard. Donc, dans la mise en sécurité, à travers la position latérale de sécurité, pensez également donc à cette question de équipement, au cas où il faudra aller plus loin, et puis également sur le lieu dans lequel vous allez installer la victime, au cas où, encore une fois,
la situation de la victime venait à s'aggraver. Alors après tout cela, on va refaire un petit exercice. Vous connaissez le principe. Quelques questions, 1 minute de réflexion et ensuite les réponses qui s'afficheront. Hop. Bien, ben ça marche pas bien. Alors vous allez avoir à la fois les questions et puis les réponses. Donc la question c'était, vous êtes en présence d'une personne inconsciente et qui respire, décomposez le geste de mise en sécurité. Donc je vous laisse découvrir. N'hésitez pas à mettre en pause si je vais trop vite pour faire défiler. Souvenez-vous de cet outil pédagogique avant, pendant, après qui est récurrent dans nos formations. Alors on va passer à la suite. On passe désormais au massage cardiaque ou réanimation cardio-pulmonaire. Bonjour, je vais vous apprendre à réaliser un massage cardiaque. À quoi sert cette technique? À remplacer l'activité du cœur lorsqu'une victime est inconsciente et qu'elle ne respire pas. Comment? En lui posant des questions simples et en lui demandant d'exécuter des ordres simples. Vous m'entendez là, monsieur? La victime ne répond pas, elle est donc inconsciente. En basculant prudemment la tête de la victime en arrière. En effet, lorsque l'on est inconscient, tous nos muscles se relâchent et la langue vient obstruer les voies aériennes et empêcher l'air de passer. On vérifie sur 10 secondes au maximum si l'abdomen de la victime se soulève ou non. Elle est inconsciente et ne respire pas. On dit alors que la victime est en arrêt cardio-respiratoire. Il faut donc appeler les secours, le 112 ou le 114 pour les personnes sourdes et malentendantes, et réaliser sans attendre le massage cardiaque. On appuie avec le talon de la main au milieu du thorax de la victime, plus précisément sur le sternum qui est situé entre la fourchette sternale, qui correspond au creux en bas de la gorge de la victime, et l'appendice xiphoïde, qui correspond à la pointe de l'os du sternum, situé juste au-dessus de l'abdomen. Le massage cardiaque s'effectue à un rythme de 100 à 120 compressions par minute. Basculez la tête de la victime en arrière pour libérer ses voies aériennes. Pincez le nez, englobez sa bouche et soufflez à 2 reprises. On réalise un enchaînement de cycles de 30 compressions thoraciques et de 2 insufflations pour apporter de l'oxygène au corps jusqu'à l'arrivée des secours. La conduite à tenir pour le massage cardiaque chez l'enfant est identique à celle pratiquée chez l'adulte. La seule différence réside dans l'utilisation d'une seule main pour réaliser les compressions thoraciques. Passons maintenant au massage cardiaque chez le nourrisson. La conduite à tenir est identique à celle pratiquée chez l'adulte et l'enfant. En revanche, il faudra s'adapter à la morphologie du nourrisson. Comment? En le stimulant. Pour cela, claquez des doigts tout autour de son visage, chatouillez-le au niveau des pieds et du creux de la main. Il ne répond pas. Il est donc inconscient. Contrairement à l'adulte et l'enfant, on ne va pas faire une bascule de la tête en arrière chez le nourrisson. Cela aurait pour effet de pincer la trachée et donc d'obstruer les voies aériennes. On va placer la tête du nourrisson dans une position neutre, le regard perpendiculaire au sol. On vérifie sur 10 secondes au maximum si l'abdomen du nourrisson se soulève. Le nourrisson ne respire pas, il est donc en arrêt cardio-respiratoire. Il faut sans attendre appeler les secours au 112 ou au 114 pour les personnes sourdes et malentendantes et réaliser le massage cardiaque sans délai. On se positionne au niveau du thorax du nourrisson. On réalise les compressions thoraciques à l'aide de 2 doigts. Chez le nourrisson, comme chez l'adulte et l'enfant, le massage cardiaque se fait au rythme de 100 à 120 compressions par minute. Placez la tête du nourrisson dans une position neutre, c'est-à-dire le regard perpendiculaire au sol. Ensuite, englobez la bouche et le nez du nourrisson et soufflez progressivement à 2 reprises. On réalise un enchaînement de cycles de 30 compressions thoraciques et de 2 insufflations pour lui apporter de l'oxygène, et ce jusqu'à l'arrivée des secours.
Donc là, ici, nous allons pratiquer aussi un petit exercice, c'est de vous souvenir les différentes étapes de cette réanimation cardiovasculaire. Vous avez 1 minute. Au passage, j'en profite pour compléter une information que j'avais volontairement omise. Qu'est-ce que le 114? Vous l'avez entendu. C'est pour l'appel des secours des malentendants. Donc, quelles sont les étapes d'intervention pour un massage cardiaque? Encore quelques secondes et la réponse s'affiche. Je vous laisse découvrir la réponse. N'hésitez pas à mettre en pause si je vais trop vite. Et nous allons poursuivre notre découverte, redécouverte. Alors nous avons quelques spécificités pour l'apnée. Dans 2 situations, celles qu'on appelle la syncope et la noyade. La noyade peut intervenir à différents moments et pas seulement dans le cadre de la pratique de l'apnée, malheureusement. Et par contre, la noyade peut être une aggravation d'une situation syncopale. Donc pour ce qui concerne la syncope tout d'abord, comment allons-nous réagir? Dans tous les cas, on va s'interroger sur la nécessité d'appeler les secours. Alors avec la syncope, normalement on est formé pour l'intervention. On va mettre en situation, une fois qu'on aura rétabli et vérifié que la personne a ventilé de nouveau, une fois qu'elle aura repris conscience, on va l'installer, on va la couvrir et on l'installera avec une oxygénothérapie. Et l'appel de secours sera plus ou moins nécessaire. Avec la noyade, dans tous les cas, on appellera les secours. Alors, dans quel cas est-ce qu'on n'appelle pas nécessairement les secours? Eh bien, quand ça se passe bien, donc ce qu'on va faire, c'est retirer l'équipement personnel, la combinaison, poser la victime sur un sol sec et plan, au cas où il y aurait une aggravation de la situation. On pratique 2 insufflations pour relancer la ventilation. C'est là la différence avec la réanimation cardio-pulmonaire. On attaque de suite avec 30 massages cardiaques, puis les 2 insufflations. Dans le cadre d'une syncope, d'abord on insuffle, on vérifie la reprise de ventilation. S'il y a reprise de ventilation, ce qui arrive le plus souvent, eh bien dans ce cas-là, on va procéder à l'application d'une oxygénothérapie à 15 litres par minute pendant 10 minutes sous surveillance. Voilà, ça c'est le cas le plus fréquent où finalement on est capable de gérer et la question de l'appel des secours ne se posera que s'il n'y a pas de reprise de ventilation. Donc on procède quand il s'agit d'une pratique en apnée dynamique ou en statique par exemple. Eh bien, dès que l'on détecte une syncope, la première des choses, même avant de sortir la victime de l'eau, c'est de procéder à ces 2 insufflations. Et on reverra ces gestes-là de manière détaillée dans la 3e partie. Donc, on insuffle d'abord, on essaye de favoriser la reprise ventilatoire dans tous les cas. Et une fois que la victime est mise en sécurité, on la place sous oxygène pendant 10 minutes. Alors, malgré nos efforts, les insufflations, 2 insufflations, voire plus parfois, eh bien, s'il n'y a pas de ventilation, on insiste encore une fois, puis après on contrôle, et s'il n'y a pas de reprise ventilatoire, il va falloir évidemment préparer la RCP, la réanimation cardio-pulmonaire. Et dans ce cas-là, puisqu'on a déjà fait les insufflations, on engage directement les 5 cycles avec 30 massages cardiaques et 2 insufflations. Et à chaque fois, au bout de 5 cycles, on vérifie de nouveau la reprise ventilatoire. Et ensuite, s'il y a reprise ventilatoire,
on va mettre en position latérale de sécurité et ensuite, une fois que la personne est en position latérale de sécurité, évidemment, on la surveille. Donc, dans la mesure où la personne serait mise en reprise de ventilation, on applique rapidement l'oxygène, on la place sous oxygène et voilà, et on finit par la position latérale de sécurité. Donc, cas normal, 2 insufflations suffisent et par précaution, on met sous oxygène pendant 15 minutes. La situation s'aggrave. Malgré l'insistance sur les insufflations, il n'y a pas de reprise de ventilation. Et dans ce cas-là, on va insister jusqu'à la reprise ventilatoire ou plus précisément la mise en œuvre d'une RCP, une réanimation cardio-pulmonaire. La noyade maintenant. De la même manière, on va retirer l'équipement personnel, on va poser la victime sur un sol sec et plan. La personne sera probablement inconsciente, elle ne ventilera plus, et dans ce cas-là, il faut engager une réanimation cardio-pulmonaire. Pour ce qui concerne la noyade, une spécificité, c'est faire de la place et essayer d'évacuer un petit peu l'eau qui est dans les poumons. Et dans ce cas-là, on démarre par 5 insufflations, puis on contrôle la ventilation pour vérifier s'il y a reprise ventilatoire ou pas. S'il n'y a pas reprise ventilatoire, dans ce cas-là, on enclenche la réanimation cardio-pulmonaire, 5 cycles. Et à chaque bout de 5 cycles, on vérifie la reprise de ventilation ou pas. Et s'il y a une reprise ventilatoire, dans ce cas-là, on place sous oxygène en position latérale de sécurité et l'oxygène est maintenu jusqu'à l'arrivée des secours, de la même manière qu'après chaque réanimation cardio-pulmonaire. Quand on a placé une victime sous oxygène, on ne l'enlève pas avant l'arrivée des secours. Quand il y a reprise de ventilation, mais qu'elle apparaît tout de même insuffisante, on peut forcer un peu le mécanisme de reprise ventilatoire en procédant à 10 à 12 insufflations, ce qui correspond à peu près à 1 minute. Et de nouveau, on contrôle la situation, on vérifie l'évolution de la situation du noyé. Dans la noyade, il faut savoir qu'il y a une variante, c'est la noyade qu'on appelle sèche. Celle qu'on vient d'évoquer, c'est plutôt la noyade au cours de laquelle les poumons se remplissent d'eau. La noyade sèche, c'est par contre quelque chose qui est plus sournois, auquel on ne pense pas forcément. C'est une petite quantité d'eau qui vient jusqu'aux confins des poumons. Alors si c'est de l'eau chlorée, si c'est de l'eau sale, voilà, eh bien ça va provoquer une inflammation, une irritation des alvéoles et un œdème pulmonaire. Et cette variante de la noyade sèche va être observable par une toux persistante. Malgré la reprise de ventilatoire, malgré un air qui va pas trop mal de la victime, la personne va continuer à avoir une toux persistante. Et dans ce cas-là, il faut être extrêmement vigilant, il faut savoir détecter cette situation-là, parce que l'œdème pulmonaire peut s'aggraver et aller jusqu'à provoquer la mort quelques heures plus tard. Donc attention, soyez extrêmement vigilants sur ces noyades sèches, petite quantité d'eau qui serait inhalée et qui irait après provoquer une inflammation des alvéoles et quelques heures plus tard une mort. Le défibrillateur, une personne inconsciente qui ne ventilait plus, pour laquelle on a engagé une réanimation cardio-pulmonaire, le défibrillateur va venir en appui.
Dans cette vidéo, vous allez apprendre à utiliser un défibrillateur en cas d'arrêt cardiaque. Si une personne ne réagit pas quand vous lui parlez en lui tenant la main et en secouant doucement ses épaules, appelez à l'aide si vous êtes seul. Allongez-la sur le dos. Vérifiez la respiration en plaçant une main sur le front de la victime et positionnez les doigts de l'autre main sous la pointe de son menton. Basculez prudemment sa tête en arrière et soulevez son menton pour dégager les voies aériennes. Si vous ne voyez pas de mouvement respiratoire, vous n'entendez rien, vous ne sentez pas d'air sur votre joue, alors la victime ne respire pas. Faites alerter le service d'urgence. Demandez à un témoin d'apporter un défibrillateur. En attendant, dégagez la poitrine de la victime et commencez un massage cardiaque en appuyant sur le milieu du thorax à un rythme de 2 fois par seconde. Si vous aviez été seul, ne faites pas de massage cardiaque et allez chercher directement un défibrillateur s'il y en a un à proximité. Une fois le défibrillateur apporté, mettez-le en marche et suivez les consignes données par l'appareil. Sortez les électrodes de leur emballage, enlevez les pellicules de protection et placez chacune d'elles conformément au schéma indiqué sur l'emballage ou sur les électrodes elles-mêmes. Assurez-vous que personne ne touche la victime pendant que le défibrillateur analyse le rythme du cœur. Suivez les consignes de l'appareil qui vous indiquera si vous devez pratiquer un choc ou poursuivre le massage cardiaque. Continuez ainsi jusqu'à ce que l'équipe du service d'urgence prenne le relais ou jusqu'à ce que la victime commence à respirer normalement. Cet appareil peut être utilisé même chez les enfants et les nourrissons, en général avec un adaptateur ou des électrodes pédiatriques. En leur absence, on utilisera le défibrillateur comme chez l'adulte, en positionnant les électrodes devant et derrière le thorax. Encore une fois, une vidéo intéressante pour ses qualités pédagogiques. Et à chaque fois que vous rencontrez une vidéo pour laquelle vous êtes déjà familier, sensible, etc., évidemment, n'hésitez pas à jouer de l'avance rapide pour gagner du temps et aller à votre rythme. Il y a différents appareils qui existent. Défibrillateurs semi-automatiques, c'est celui que nous avons vu dans la démonstration en vidéo. Et puis des défibrillateurs entièrement automatiques qui, eux, vont déclencher les chocs électriques pour essayer de remettre en route le cœur. Donc des appareils différents. La plupart du temps, ce sont des DEA entièrement automatiques. Alors ces équipements sont de plus en plus répandus et cela depuis 2018 et la parution d'un décret qui stipule qu'un certain nombre de lieux doivent être obligatoirement équipés. Voilà. Donc c'était les ERP, les établissements recevant du public de catégorie A à partir du 1er janvier 2020, et puis les ERP de catégorie 1 et 2 et 3. À partir de janvier 2021, c'est les ERP de catégorie 4 qui ont été concernés. Et à partir de janvier 2022, c'est certains ERP de catégorie 5. Alors on va voir évidemment ce que c'est cette notion d'ERP, mais dans la vie courante, vous avez peut-être déjà vu ces signalements de dispositifs de défibrillateur entièrement automatique qui sont disposés dans la ville, sur votre lieu de travail ou ailleurs. Donc, où trouver un défibrillateur?
Alors, ici, nous avons la définition de ces ERP. Alors, les ERP, nous, ce qui nous concerne le plus souvent, ça va être les établissements sportifs couverts, les piscines, les établissements de plein air et les établissements flottants. Alors, les établissements flottants, il y en a à Paris, et vous en avez un exemple ici. Mais après, ça sera en bord de mer, sur les plages surveillées avec un poste de secours. Voilà. C'est les principaux lieux dans lesquels, dans le cadre de notre pratique, nous sommes susceptibles de rencontrer ce genre d'équipement, les défibrillateurs. Donc vous avez ensuite les caractéristiques et notamment concernant les différentes capacités d'accueil qui sont concernées. Alors en bateau, comment ça se passe quand vous partez en croisière, quand vous partez dans un centre de plongée, comment est-ce que ça se passe? Eh bien, ce n'est pas un dispositif qui est obligatoire. Et malgré tout, de plus en plus de centres de plongée équipent leurs navires de cet équipement-là et en font même un argument commercial et le présentent sur leur site, comme par exemple le centre de plongée de Saint-Mandrier qui est ici et qui dispose dans son bateau d'un DAE ou DEA, comme vous voulez. DAE automatique ou DEA. Je remercie les auteurs de cette diaporama qui nous rappellent que la mise en œuvre des techniques adaptées à l'état de la victime et son efficacité et sa rapidité ont une énorme importance. Donc en gros, là on voit avec la situation d'un arrêt cardio-pulmonaire, on se rend compte que la précocité de la réaction va être déterminante sur l'issue de la victime. Ici encore, on a une intervention qui est efficace, rapide, on met en place la RCP et puis on va utiliser un défibrillateur et on voit que finalement la victime a beaucoup plus de chances de s'en sortir. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette seconde partie qui sera pour beaucoup des rappels, j'espère. Des rappels de techniques que l'on rencontre dans le cadre de plusieurs formations. J'ai essayé de vous faire apparaître un certain nombre de spécificités qui sont liées à la pratique de l'apnée et nous compléterons tout ceci par rapport à cette pratique et cette formation RIFA dans le cadre de notre prochain rendez-vous, la troisième partie de cette formation RIFA, dans laquelle nous verrons les gestes spécifiques liés à la pratique de l'apnée et les documents indispensables lorsque l'on va effectuer une sortie. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne fin de journée.